pour moi, il y a deux choses importantes. La première, c'est d'essayer de positionner l'enjeu à une date relativement rapprochée et non pas une date lointaine, parce que les futurologues se sont toujours un petit peu trompés et autant on peut mesurer des évolutions sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, autant sur 100 ans c'est pas possible. La deuxième chose, c'est de bien identifier ce qu'on a comme certitude et ce qu'on a comme incertitude. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer, et on voit très bien par exemple que la notion de transition démographique est une notion sur laquelle pour l'instant on est en questionnement. Est-ce que la transition démographique va se développer en Afrique et donc limiter finalement l'explosion démographique africaine, ou est-ce que au contraire l'inertie, la période d'inertie démographique va continuer à se prolonger et à amener à une explosion africaine peut-être encore un peu plus grande que celle qui était prévue. C'est ce qui a fait d'ailleurs, c'est l'hypothèse des Nations Unies. Dans la première hypothèse des Nations Unies, la population mondiale était moins importante que dans la deuxième hypothèse et la population africaine était moins importante que la deuxième hypothèse. Donc vous voyez bien que l'idée comme quoi il y aurait une explosion démographique linéaire est une idée qui ne tient pas la route. Il y aura probablement une série de sauts. Maintenant, quelle sera la force de ces sauts? On ne peut pas le savoir. Vous avez évoqué la question de la démographie africaine et vous l'avez comparé au problème démographique asiatique. Quelles sont les différences entre ces deux grands continents? Eh bien, l'Asie a intégré depuis 3000 ans ou 4000 ans sa démographie et a développé des systèmes économiques et politiques qui tiennent compte de cette réalité, tandis que l'Afrique est traumatisée par ce qu'elle est passée en l'espace d'un siècle, d'un monde de basse pression démographique à un monde de surpression démographique. Donc, sans le recul millénaire qu'a eu l'Asie. Donc, ce traumatisme explique en grande partie les problèmes que nous avons aujourd'hui. Car en plus de poser des problèmes économiques, des problèmes environnementaux et autres, cette surpopulation pose des problèmes d'ordre philosophique et culturel. Vous avez évoqué un plan Borloo et l'initiative de Schneider Electric. En quoi ces initiatives privées peuvent, selon vous, être profitables à l'Afrique ? Dans la mesure, comme je le disais tout à l'heure, dans la mesure où les fonds qui seront distribués seront contrôlés non pas seulement au niveau des gouvernants, mais à tous les niveaux administratifs, je dirais même jusqu'à l'école qui est en train de se construire ou à l'hôpital qui est en train de s'améliorer. Ce sont des initiatives qu'on doit saluer parce qu'ils vont ramasser des fonds pour les distribuer. Seulement si ces fonds ne sont pas contrôlés comme c'est fait depuis 60 ans, le résultat sera le même. Et en quoi ce serait mieux contrôlé avec des initiatives privées par rapport à des initiatives d'organisations internationales ? C'est une bonne question et ça m'oblige à dire que les entreprises privées sont peut-être plus consciencieuses que les entreprises administratives fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires, on en a besoin. J'ai évoqué tout à l'heure les milliers de fonctionnaires de l'ONU qui se vautrent dans des bureaux à Washington ou ailleurs. Ces gens-là auraient une efficacité beaucoup plus grande s'ils étaient affectés sur le terrain, au niveau des entreprises et au niveau des récipiendaires de l'argent. Et je pense que les privés sont plus imbriqués parce que l'entreprise internationale, les organismes officiels recueillent de l'argent par dons, par distribution des États, mais ce sont presque des impôts qui sont collectés, alors que l'entreprise privée doit, elle, se battre. Et elle vivra par l'exécution et la réalisation de ce qu'elle aura fait sur le terrain. Un aspect sanitaire de la question africaine, est-ce que vous pouvez résumer votre propos en quelques mots ? En fait, je suis intervenu sur tous les scandales liés aux maladies et aux épidémies dont on parle beaucoup en Afrique, et j'ai découvert en étudiant la question qu'il y avait une corruption, non seulement la corruption, mais de l'incompétence, de la gabegie dans tout ce qui tournait autour
toujours des maladies qui font des millions de victimes par an, mais dont tout l'argent est utilisé par les grandes organisations qui sont en place, non pas pour se mettre forcément des enveloppes dans les poches, mais parce qu'ils vivent sur ils vivent sur la bête, ils vivent sur les dons, ils vivent sur tout l'argent qui est déversé en Afrique, en organisant des colloques, des conférences, en ayant des employés, des bureaux, et leur efficacité est quasiment nulle. La seule efficacité pour lutter pour faire vraiment du travail efficace contre les maladies et les problèmes sanitaires en Afrique, généralement viennent des fonds privés. J'ai cité dans ma conférence le fonds privé de Bill Gates sur le paludisme, mais il y a d'autres fonds privés, mais c'était les plus efficaces. Et toutes ces grandes structures type UNICEF, OMS, Organisation mondiale de la santé et autres se greffent sur ces initiatives privées, participent symboliquement, un petit peu, pas financièrement ou autre, mais comme elles ont une renommée forcément mondiale et importante, on ne peut pas leur dire non. Et ensuite, les actions réelles qui sont faites sur le terrain, elles les récupèrent pour leur propre publicité. C'est vous qui avez organisé ce colloque, c'est vous qui le présidez. On peut dire le contraire, oui. Et pourquoi ce colloque justement ? Eh bien, parce que d'abord je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique, et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que cela ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants, et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire, bon, mais finalement, le danger est lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international, et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation ? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse.